Quand Colette m'a invité ici, je me suis dit, pour tout un tas de raisons, j'étais vraiment très heureux. Et j'ai pensé aussi, en fait, Emanuele commence là où je finis. Donc la limite de mon intelligence, c'est le début de celle d'Emanuele. Donc je me suis dit que c'est toujours bien de se faire poser, quand on doit se faire interroger, de se faire interroger par quelqu'un de beaucoup plus intelligent que soi-même. Donc... Pas vrai du tout, je suis un an sur les épaules d'un géant. Mais bon, on arrête ce menuet. Je commence juste avec une petite présentation, une petite laudatio, comme il sait comme bien, pour ensuite résumer les livres pour les personnes qui ne l'ont pas lu à cœur et poser quelques questions, commencer une conversation qui ira là où nous amènera les cœurs de nation. Donc, il se peut que d'ici quelques siècles, les historiens, plutôt les biographes du futur, ils parleront de Donatien Gros comme évidemment d'un prodige, comme Colette a dit, comme d'un enfant prodige, que d'un miracle, mais aussi comme d'une figure qui rappelle beaucoup les hommes de la Renaissance italienne. En fait, comme Raphaël, ou comme un Raphaël postmoderne, à peine 31 ans, Donatien a fait ce que tout individu normal, moi compris, fait normalement dans plusieurs vies. Donc 3 thèses de doctorat, l'une en numismatique, l'autre en littérature moderne comparée, une autre en histoire de l'art, plusieurs monographies publiées, une sur Sainte-Beuve, une sur Néron, une sur le numismatique qui va paraître bientôt, des catalogues d'expo, dont l'un sur Platon et l'art contemporain, des choses assez lourdes. Donc, des activités de commissaire, ou des curateurs, comme il dit dans les livres, il ne faut pas traduire ces mots, dans la galerie de Hasdin Alaya, au Getty Museum, au musée d'Orsay, et la liste pourrait continuer, mais pour ne pas susciter une jalousie trop grande, déjà de ma part, je m'arrête là. Comme Alberti, et c'est ça peut-être le chibolet plus propre à Donatien, Donatien est capable de maîtriser évidemment plusieurs langues, mais plusieurs disciplines, même très disparates, comme l'histoire ancienne, la numismatique, la littérature, l'art contemporain, la philosophie, etc. Mais ce qui les rapproche plus à la Renaissance, c'est sûrement l'idée des cultures, justement, et l'idée même que faire culture signifie, justement, mettre ensemble ce qui n'y paraît pas avoir un lien. C'est grâce à ces jeunes trentenaires que, dans les dernières années, à Paris, la nouvelle et la vieille génération d'intellectuels se sont rencontrés, ont recommencé à parler, peu importe s'ils étaient peintres, musiciens, écrivains, artistes plastiques, designers, philosophes, bijoutiers, banquiers ou hommes et femmes politiques. Donatien un peu comme un enzyme qui permet non seulement aux différentes molécules culturelles de s'accrocher les unes aux autres, mais aussi de donner lieu à un nouvel métabolisme. C'est grâce à lui que l'avant-garde artistique de la côte ouest, tu m'as montré ses volumes, a pu rencontrer les intellectuels du vieux monde. C'est grâce à lui que l'atelier de Hasdin Alaya, outre bien évidemment au génie de Hasdin, s'était transformé dans les salons, dans les dernières années, dans les salons les plus bouillonnants de Paris, où la mode, la philosophie, la littérature, la musique et l'art arrivaient à dialoguer exactement au fond comme il les faisait dans la cour de Medici. Et au fond, j'ai fait ce détour à cette laudatio parce que, au fond, les livres que nous présentons aujourd'hui est, à mon avis, pour l'instant, les livres les plus personnels de Donatien, car il incarne effectivement cette idée de culture. Il est un manifeste pour affirmer cette idée de culture. Et c'est important, justement, pas juste d'un point de vue historique ou biographique, mais parce qu'il est une proposition pour diffuser ou incarner encore plus cette idée de faire culture. Donc, les livres partent d'un constat à la fois banal mais bouleversant, c'est-à-dire à la différence de ce que l'on pourrait imaginer, nous ne vivons pas du tout dans une époque de crise de l'écrit, donc on ne vit pas une crise de la lecture ni de l'écriture, mais au contraire, on vit dans l'époque de l'affirmation la plus radicale, la plus universelle, la plus capillaire de l'écriture. C'est ça la thèse du livre. Et le livre n'est qu'une, à la fois la démonstration de cette thèse et le livre suit cette thèse dans plusieurs déclinaisons, selon différents aussi points de vue. Donc je disais, au fond, il s'agit d'affirmer que l'écriture est aujourd'hui plus intense et plus radicale dans l'espace et dans les temps que jamais. Et ce sont tout d'abord des constats. D'un point de vue historique, effectivement, c'est vrai que nous lisons et nous écrivons davantage que toutes les générations qui ont précédé la nôtre. Je t'ai cité.
d'un point de vue géographique et spatial, je cite encore un autre passage très beau, où Donatien dit « Internet et les miracles qu'évoquent les évangiles, où subitement les hommes se mettaient à parler toutes les langues, où il était un instant possible de vivre avant Babel, parce que Dieu l'avait voulu. » Mais justement, l'intérêt d'Internet, c'est que cette parole n'est pas orale, c'est un mystère pentecostal, mais pas, comment dire, dans l'oralité, c'est incarné dans l'écriture. Il y a un exemple aussi très beau à propos de cette universalité géographique qui ouvre les livres, de ce garçon qui peut lire n'importe quelle langue, etc. Et quant à l'intensité, c'est ça, je trouve, au fond, les constats les plus aussi intéressants et géniaux du livre, c'est que, en fait, si l'écriture et l'écrit est devenu si central dans notre vie, c'est parce que communiquer aujourd'hui signifie effectivement tout d'abord écrire, en fait. Le fait que nous écrivions, je cite encore, désormais sans cesse sur un ordinateur, plus encore sur un téléphone, a rendu la coïncidence entre lecture et écriture plus forte que jamais. Donc, effectivement, parler, communiquer signifie forcément, nécessairement écrire. C'est de ces constats que, au fond, Donatien tire deux conséquences majeures. Tout d'abord, ça veut dire, je vais me détacher du texte pour être un peu moins... tout d'abord, ça veut dire que nous sommes tous des philologues, parce que parler, communiquer, être les uns avec les autres signifie se confronter avec, voilà, une intelligence de l'écrit, et donc une philologie au sens littéral du terme, et que aussi, par exemple, la plupart des problèmes que nous considérons être liés au monde digital, lapsus révélateur, est un problème philologique. Il y a des passages sublimes, je trouve, où, par exemple, les problèmes du trollisme dans Internet se démontrent être, ou démantelés par Donatien, se révèle être effectivement un manque de culture philologique où les gens ne savent plus traiter les images et les textes comme il faut les traiter, ils les traitent comme des vérités révélées. Donc, à partir donc de cette à la fois universalité et nécessité de ce qu'il appelle un changement climatique de la pensée. Ça, c'est un coachisme. Ben, c'est toi qui l'écris. Donc, les livres essayent effectivement, et on va peut-être l'écouter de Donatien lui-même, essaie de développer les visages de cette nouvelle philologie. Peut-être une question banale, mais importante. Pourquoi tout de même aller chercher encore ou aller vouloir se relier à cette tradition qui a voulu inventer ces noms? Un des chapitres du livre, par exemple, décrit l'émergence et l'invention de ces noms avec toutes les implications qu'il a. Donc pourquoi vouloir parler encore de philologie? Pourquoi vouloir encore parler de philologie? Il y a plusieurs réponses. La première réponse, c'est... je ne sais pas quoi dire après tout ce que tu as dit, donc ça va paraître très médiocre après, mais bon. La première réponse, c'est que c'est mon sentiment d'historien que cette lignée philologique était fondée sur une association étroite de la vie et du texte, c'est-à-dire que ce n'était pas une séparation de l'ordre de la vie. Je suis un peu intimidé parce qu'il y a quelqu'un qui a écrit exactement là-dessus, qui est juste en face de moi, en lignée toute droite. Heureusement qu'il se bouge un peu. Mais il y a une... C'est fini par partir. Oui, oui. Et donc, oui, bien sûr. Oui, et donc, pour répondre, d'abord, c'est que cette lignée était beaucoup plus complexe, beaucoup plus moirée, beaucoup plus ancrée dans la vie qu'on ne l'a dit. Donc, j'avais en idée, j'avais le sentiment qu'il y avait une sorte de séparation qui était à la fois universitaire, mais qui n'était pas que universitaire, entre la vie qui se vivait, qui serait l'ordre de certaines personnes, et le texte qui serait l'ordre des gens qui travaillent, des gens sérieux. Et quand on regarde, quand on fait un petit peu d'histoire, c'est pas vrai.
Enfin, c'est juste pas vrai. La grande lignée des philologues du XVe siècle, donc que je cite, et du XVIe, avec une petite mention spéciale pour mon préféré, Jérôme Cardan, qui quand même avait pour particularité d'avoir inventé, ou d'être un des inventeurs de la théorie critique en histoire, d'être un astrologue, d'être un joueur de cartes, d'être un médecin un petit peu charlatan, et certains disent d'avoir même inventé la théorie du hasard. Tout ça en une seule personne. Je trouvais ces figures très, très inspirantes. Et cette généalogie, si on veut, apparaît lointaine, parce que aujourd'hui, je ne pense pas que je ne critique personne de particulier, mais je ne crois pas qu'il y ait dans les grandes universités, enfin peut-être qu'on en trouvera, on en trouve quelques-uns, mais pas forcément dans les grandes universités elles-mêmes, des personnes qui aient cette multiplicité et ces tensions que nous voyons comme des tensions, mais qui ne l'étaient pas à l'époque. Quelqu'un comme un autre exemple que j'aime beaucoup, qui est Enea Silvio Piccolomini, le pape Pie II, pape siennois, qui était un grand mécène, un auteur de contes licencieux, un auteur de dialogues, un grand théologien et un humaniste. Enfin, il y a plein d'exemples comme ça. Donc j'étais assez intéressé par la sorte de lumière un peu lointaine de ces figures. La deuxième chose, tu l'as rappelé, c'est que nous sommes confrontés au fait, enfin c'est une chose qui m'avait beaucoup marqué, dans les travaux de Philippe Artière, c'était cette notion qu'on écrit collectivement que depuis 150 ans, moins de 150 ans. Et évidemment, avant, il y avait des gens qui écrivaient, il y avait des traces écrites, il y avait des archives, il y avait tout ça. Mais disons que la notion d'une écriture ouverte, c'est une chose très récente. Donc tout ça, ce sont des choses très évidentes pour les lecteurs. Mais au fond, quand on est là en train de dire plus personne ne lit, on lit pas, enfin, on parle d'une histoire qui est très récente. Et je me suis intéressé à ça. Et puis en plus, le dernier élément, qui sont un petit peu les points qui ont structuré cette sorte de conscience, c'était le fait d'avoir eu la chance, d'avoir le privilège de rencontrer des personnes, d'abord évidemment des travailleurs du texte, pour ainsi dire, de la pensée, comme toi, comme Maël qui est là, comme Philippe et comme d'autres, et d'avoir rencontré aussi des figures de phare dans d'abord le travail du texte, où je me suis rendu compte que ce que je pensais pouvoir faire comme historien de la littérature ou comme numismate, était une chose que je voyais d'autres faire dans l'art, par exemple le métier de curator, qui pour moi est vraiment de l'ordre d'une sorte de sélection du texte des œuvres, ou même plus encore, quand j'ai eu l'immense privilège de voir Asdin travailler, où je le voyais faire avec des tissus exactement ce que je pensais que faisait un philologue. C'est-à-dire quelqu'un qui à la fois lit le texte qu'il a devant lui, ce texte-là, qui lit ce qu'il y a en dessous de ce texte, qui le replace dans une généalogie des autres textes pour identifier la graphie. Par texte, vous pouvez remplacer, vous mettez corps, et qui était capable d'être dans ce rapport quasiment, c'est un jeu, Philippe finit là-dessus, mais sur la culture, je sais que à mon avis, tu vas aller vers ça, et aussi le tissu et le texte. Et je me suis rendu compte en rencontrant toutes ces figures qu'en fait tout ça, c'était un peu la même chose. Et il s'est trouvé que cette manière de me rendre compte biographiquement de quelque chose, en rencontrant toutes ces personnes extraordinaires, je dis au début que le livre est un livre d'amitié, et c'est une chose vraiment fondamentale. Et je disais au début, quand je disais que parler avec toi, c'était un grand plaisir, c'est parce que toi, tu étais un philologue sérieux, puis à un moment, tu t'es dit qu'on était tous des plantes. Donc, il y a eu une capacité philosophique, c'est-à-dire très nietzschéenne, c'est-à-dire que toi, tu as dit tout ça, je m'en fiche, je vais maintenant aller me sortir de cet humus, et puis monter vers la cosmologie, et avec le souffle du monde. Et donc, j'ai refait toutes ces rencontres, et je me suis rendu compte qu'en fait, ces choses que je ressentais à titre personnel, en bon classique, je ne dis pas je, c'était aussi des choses qui étaient clairement en résonance avec un sentiment, en résonance et en contrepoint,
avec un sentiment contemporain à la fois d'une sorte de défaitisme, on ne lit plus, c'est horrible, il n'y a plus de littérature, et en même temps que ce que je rencontrais avec beaucoup d'artistes et auprès de figures de la création, en même temps que une sorte d'intensité de vie qui était déliée, qui se voulait sortir du texte, sortir du tissu du texte. Et je rencontrais ça, et je me suis dit, en fait, c'est extraordinaire, j'ai eu cette chance d'être confronté, d'être exposé, d'être en conversation. Et toutes ces conversations ont une consonance, ont une cristallisation avec un certain sentiment d'être au monde, comme dirait notre ami Camille de Toledo aujourd'hui. Oui, en fait, un aspect que tu viens de souligner qui est important dans les livres et que j'avais délaissé mais qui est important, donc au fond, ce que les livres ont fait, c'est de constater tout d'abord, comme tu viens de dire, il y a de la philologie partout. Nous écrivons tous les temps. Il y a un joli... Il y a du texte partout. Alors, ouais. Oui, alors ça, j'ai noté, pardon. Je vais t'interrompre. Nous sommes tous des philologues. Ça, c'est un coachisme. Ça, je ne souscris pas forcément. C'est-à-dire que... quelque chose que tu dis littéralement. Je vais je dis ça, moi? Oui, oh mon Dieu. Je dis ça littéralement. Je crée deux citations, là. Zut. Zut. Bon, vous voyez, je ne suis pas d'accord avec moi-même. Je reprends la parole. Oui, vas-y. Ok, dans l'essence que donc il y a cette... Tu vois à quel point je suis coachisé. Il y a pour vous donner un peu un avant-goût aussi du livre, il y a au début cette belle anecdote où quelqu'un va, je ne me rappelle plus l'auteur, va chez une banque et avec un livre et c'est Kenneth Goldsmith. Oui, Kenneth Goldsmith. Et du coup, l'employé de la banque lui dit j'arrive plus à lire comme avant. Et Goldsmith lui aurait dit mais vous recevez beaucoup de mails, vous écrivez beaucoup d'SMS et de textos. Et évidemment, l'employé lui répond oui. Et lui dit vous écrivez, vous lisez beaucoup. Donc il y a cette capillarité de l'écrit et du texte. Mais l'autre geste extrêmement fort et radical du livre, c'est que du coup cette présence un peu le fait que les textes et l'écriture soient partout est pour Donatien, comme il vient de le dire, la démonstration que donc les textes et la vie ne peuvent plus se distinguer, que la philologie est toujours une philologie de la vie, que lire et écrire signifie toujours lire et écrire la vie, et c'est à partir de cette coïncidence tout d'abord qu'il fait ce qu'il vient de dire, qu'il relie toute l'histoire de la philologie occidentale européenne pour démontrer à quel point les philologues n'étaient pas des gens séparés du monde. Il y a un passage très beau où il dit on a toujours cru que les monastères médiévaux étaient hors société. Eh bien, ils étaient société. Donc, c'est ce geste de se réapproprier ou de montrer à quel point vie et philologie, vie et texte coïncidaient dans les passés, mais il y a aussi une partie, et c'est la partie manifeste, la partie au fond presque plus de programme ou presque politique, où Donatien s'interroge sur comment produire cette identité à nouveau entre philologie et vie. Il prend beaucoup d'exemples. Je vais juste lire un passage qui est très très beau et qui nous permet aussi de comprendre pourquoi il brasse des territoires si différents comme la mode, les musées et la littérature. Je vous cite, donc nous devons être les lecteurs de ces nouveaux ordres et penser que lire les textes, lire les choses, les âmes, lire l'avenir ressortent à une méthodologie identique qu'il convient de redécouvrir afin de pouvoir lire notre monde et l'habiter. Dans les cours de l'existence aussi bien que dans les cours de l'existence aussi bien que dans la compréhension et la décision. 3 pans de la vie. Il faut revenir sur la fantaisie d'une séparation entre les textes et la vie. L'un était lisible, l'autre vivable, et l'inverse absolument impossible. Donc c'est un livre qui combat, qui va contre ce mythe de la séparation et qui démontre vraiment
chapitre par chapitre, à quel point voilà, texte et vie, philologie et existence ne peuvent plus être séparés. Ils développent ce que tu as. À un moment, tu as aussi une autre jolie formule. L'idée, c'est de développer une philologie hors du texte source, en fait. Et donc, tout d'abord, j'ai plein de questions, mais tout d'abord, pourquoi, malgré cette identité, il y a ce que tu appelles parfois un refus du texte, en fait, une volonté de séparer quand même ces deux domaines, en fait. D'où ça vient, en fait. Et la question est importante parce que dans l'un des chapitres, au fond, Donation démontre que la philosophie est aussi l'une des coupables de cette séparation, en fait. Je pense que... Merci Emmanuel. Je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, c'est beaucoup plus simple de ne pas vouloir être pris, enfin c'est un peu comme Borges, de ne pas vouloir être pris dans un texte. Si on veut être original, si on veut être autonome, si on veut inventer quelque chose de nouveau ex nihilo, c'est beaucoup plus simple de ne pas être dans un texte, pas être dans un monde texte, de ne pas être dans un monde auquel on appartient, dans lequel on vient s'inscrire. On crée quelque chose de nouveau. Et tout, non, pas simplement l'aventure moderne en elle-même, mais plutôt les récits qui ont été faits de l'aventure moderne touchent à ça. C'est très intéressant de voir comment on a pu lire, pour prendre un exemple parmi tant d'autres, Apollinaire comme le moderne absolu neuf, toute une théorie qui s'est développée en histoire de l'art dans les années 70, 80, 90, alors que Apollinaire, c'est la suture qui vient après l'expérience Jarry, qui pour le coup fait tout exploser. Donc il y a une chose très simple, c'est que la liberté apparente du sujet sans texte et sa capacité d'innovation est beaucoup plus grande, a priori. Mais, selon la belle phrase de Voltaire que citait Nietzsche, danser dans les chaînes, ce qui est très intéressant quand on envisage l'existence comme un texte, comme les auteurs, les scripteurs, auteurs-scripteurs de manuscrits médiévaux, on n'est pas dans l'affirmation de soi, on n'est pas dans le refus de soi. Et cet espace-là est l'espace le plus fascinant. J'ai été, pour prendre un exemple, et évidemment derrière ça, c'est toute la question de l'individualisme, mais j'ai été fasciné de voir, quand j'ai un peu travaillé sur les manuscrits médiévaux, petit intérêt, que dans les manuscrits du XIVe siècle, donc ces manuscrits de scripteurs dont nous n'avons pas forcément le nom, que nous avons considérés dans une sorte de vulgate comme étant des manuscrits anonymes, en fait, où le scripteur n'est là que pour reproduire un texte qui lui est transmis. Sauf qu'on sait très bien, toute personne qui a fait un petit peu de philologie, sait que chaque scripteur en fait changer le texte, changer des leçons, corrigeait, modifiait, etc. Et on a même des documents magnifiques qui sont dans les marges de ces manuscrits, notamment du XIVe siècle, des dessins. Donc le scripteur, personne qui n'existait pas au fond, donc, qui a quasiment disparu, faisait même on a des dessins extraordinaires de fantômes. On a des fantômes dans le manuscrit. On a aussi des dessins pornographiques dans le manuscrit, mais ça c'est autre chose. Et donc, ce qui m'a fasciné, c'était de se dire que ce qu'on avait considéré comme étant une prison ne l'était pas. Et je voudrais juste revenir sur une chose, c'est que on pourrait me dire, mais au fond, ce que vous racontez, et je sais que tu tends un peu vers ça, Emmanuel, c'est très postmoderne tout ça. Ben, oui et non, parce que d'abord, ce qui est très intéressant, c'est que l'aventure, connaître, savoir qu'on appartient à un texte, qu'on appartient à un corpus, n'est pas forcément une prison. C'est danser dans les chaînes. Et quand on connaît une grande partie de l'histoire de la modernité, on sait, artistique et littéraire, on voit bien que les auteurs et les artistes qui ont réussi, et les philosophes qui ont réussi le plus à innover, sont ceux qui ont ingéré ce passé et l'ont transformé.
je prends un exemple le rapide. On voit que Tsara, Tristan Tzara, va ingérer, va vouloir être dans la... même beaucoup plus que Picabia, va vouloir être en rébellion, fameux Dada, va être en rébellion avec les usages du langage normatif. Donc il va être dans une rébellion, dans un refus du texte pour le coup, puisque le texte devient d'abord surtout visuel, typographique, puis il devient onomatopéique en fait, pour ensuite devenir un spécialiste des langues occitanes et revenir dans une sorte d'archaïsme qui est d'ailleurs fascinant. Et donc on se rend compte que, et c'est aussi pour ça qu'on a devant nous Humain par hasard, le livre d'entretien que j'avais réalisé avec Pierre Guillotat, que j'ai beaucoup, que je suis assez fasciné par des figures comme Pierre, mais qui est ou comme d'autres, mais Pierre est vraiment un cas extrêmement fort, parce que Pierre Guillotat est quelqu'un qui est absolument conscient de l'histoire de la littérature, de la langue, absolument conscient. Et pourtant, ce qu'il fait ne ressemble à rien d'autre. Qu'est-ce qui se passe? Et on ne peut pas dire, enfin, pour le coup, j'ai suffisamment d'expérience avec Pierre pour savoir qu'on ne peut pas dire que c'est n'importe quoi. Personne ne peut dire que c'est n'importe quoi. Il appartient aux textes, à des textes, de tous les textes, de toutes les langues françaises. Et d'ailleurs, j'en parlais hier avec quelqu'un, je disais, mais en fait, ce qui est très frappant avec Pierre, c'est qu'il n'est pas simplement un auteur, il n'intègre pas que le français historique qu'il intègre, le français le français de chez nous, le français métropolitain, mais il intègre le français de la francophonie, qui est le nouveau français, en vérité, et peut-être l'une des plus grandes ressources de la littérature à venir. Et donc, un cas comme celui-ci, l'avant-gardiste absolu de la littérature française, intègre aussi toute l'histoire. Donc, au fond, c'était un peu ça. Et ce que je dis, ce que je viens d'écrire en termes littéraires, ou en termes poétiques, ou en termes artistiques, est aussi une chose qui peut tout à fait se décliner, comme je le fais dans l'avant-dernier chapitre, en termes existentiels. Oui, justement. Donc, au fond, ce que tu démontres, et c'est une pièce importante pour l'argument du livre, c'est que toute attitude de refus du texte ou d'aller contre les textes, c'est un malentendu sur la nature du texte qui méconnaît sa nature tout d'abord mouvante, liquide, etc. Et qui méconnaît le fait que le texte n'est pas qu'un jeu, n'est pas que fait des mots, et c'est composé justement de choses, des âmes, du futur, etc. Et c'est à quoi tu vises, au fond, c'est de faire de la philologie l'activité culturelle tout court. En fait, tout pratique culturelle devient pratique philologique, mais surtout est aussi la science de la culture par excellence. Et je trouve que de ce point de vue, les tout derniers chapitres portent, comme tu l'as déjà dit, sur la mode. Sur la culture. Sur la culture, oui, parce que pour toi, la culture n'est pas la mode. Mais, la mode, c'est toi, la culture, c'est moi. Non, mais c'est pas... mais le point d'orgue de cet argument, je trouve, d'un point de vue à la fois existentiel, comme tu dis, mais aussi théorique, c'est les chapitres sur les musées. Et effectivement, il y a tout un chapitre où tu poses une identité assez frappante et assez radicale entre l'expérience philologique et l'expérience du curating. Tu pars d'une phrase sublime, entre autres, parmi les points de départ, tirée d'une lettre de Cézanne à Émile Bernard, qui écrit en 1905 « Les Louvres et les livres où nous apprenons à lire ». À partir de cette coïncidence, de cette phrase, tu développes une véritable relecture du coup de l'activité du commissariat, même si tu n'aimes pas ce mot, pour démontrer à quel point toute activité muséale, déjà dans l'effet de devoir choisir, sélectionner, donc au sens littéral du terme, léguer, donc faire une anthologie, donc à quel point toute pratique muséale est une pratique philologique. Qu'est-ce que tu peux développer là-dessus? En fait, au XIXe siècle, il y a eu une histoire d'une grande séparation entre la bibliothèque et le musée. Jusqu'au XIXe siècle, enfin Michel est là et peut en parler mieux que moi, mais il y avait cette notion que le musée et la bibliothèque étaient associés,
mêlée, d'ailleurs la Bibliothèque nationale de France, premier musée. Mais aussi, le vrai débat qui fonde la division, c'est le débat sur la National Gallery, où il était question de faire que la National Gallery soit aussi une bibliothèque. Et Ruskin fait une prise de position très importante en 1860, je crois, où il dit non, ça ne peut pas être cela. Et aujourd'hui, travaillant en plus dans un musée, mais aussi ayant travaillé sur les musées, j'ai été fasciné parce que évidemment, l'argument qu'on peut tout de suite m'opposer, c'est un livre, c'est ça. Si vous voulez bouger les continents de Carpeaux, ça va être un peu plus compliqué. Il y a une réalité physique de l'œuvre qui n'est pas la réalité physique du livre. Et en particulier, encore moins la réalité physique de la lecture digitale, la lecture numérique. Mais en fait, cette approche ne prend pas en compte, comme tu disais, la fluidité de l'acte de lire, et ne prend pas en compte les circonstances de l'acte de lire. Et enfin, cette logique qui serait que les œuvres, que dans les musées on contemple, dans les livres on lit, n'est pas vraie du côté du livre, et n'est pas vraie du côté du musée. Puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, c'est un grand débat, les musées, ou un certain type de musées, ont beaucoup de visiteurs, les musées publics doivent redéfinir leurs fonctions, et pour moi, mais pas seulement pour moi, un musée public est un lieu extraordinaire, où, mais pas que public, mais c'est quand même ce qui fait la particularité des musées publics et du service public, c'est que c'est un lieu où des personnes de toutes cultures, de toutes origines, peuvent se retrouver avec une volonté d'expérimenter, de vivre quelque chose de profondément humain. Et à partir de ce moment-là, il est de notre mission de renouer les liens entre bibliothèque et musée, et de faire que, non pas simplement de mettre des livres au milieu des œuvres, mais de faire que le musée crée un discours. Et crée non pas un discours d'ailleurs, mais des discours, soient ouverts à de multiples voies. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit bien comment les musées, maintenant, notamment avec le digital, mais pas que, sont en train de se ressaisir de cette mission qui est une véritable mission politique de discursivité. Et qui est une mission politique, mais qui est aussi une mission, tout simplement, en même temps qu'elle est politique, pédagogique. On est là parce que nous pouvons transmettre quelque chose, et aussi, hors de ce sentiment romantique, un peu naïf, il faut le dire, que l'expérience esthétique de l'œuvre d'art n'est pas liée à un apprentissage d'une autre nature que l'expérience esthétique, la contemplation pure, etc. Et qui est d'ailleurs une mauvaise lecture post-hegelienne du platonisme. Mais ça, c'est un autre sujet. Et donc, aujourd'hui, la phrase de Cézanne est en quelque sorte le mantra que je répète à longueur de journée dans mes fonctions au musée d'Orsay, dans une de mes vies, puisque nous avons la possibilité d'apprendre, de donner à lire, et d'essayer de trouver tous les moyens que nous ayons pour apprendre à lire. Est-ce que je vis tous les jours, là je viens d'avoir un beau mécénat pour lancer des grandes conférences, donc je suis très content cet après-midi, mais ce que je vis tous les jours, c'est une chose qu'évidemment, une chose à laquelle évidemment j'ai eu la chance d'être exposé, mais c'est vraiment une question que se posent tous les musées aujourd'hui en France, en Angleterre, aux États-Unis, mais aussi en Inde, mais aussi en Tanzanie maintenant, et dans de plus en plus d'endroits. Parce que les musées comme lieu d'un culte que l'humanité se rendrait en quelque sorte à elle-même sont des lieux d'expérience et d'enseignement qu'il faut utiliser à plein. Je dirais juste une chose. Vous voulez que je vous aide pour trouver le livre? Non, j'ai pas de. Et donc, l'autre chose, c'est, tu parlais du musée, évidemment, ce dont je parle, comme pour d'autres passages, et comme je le disais au début, est profondément ancré dans mes expériences. Mais ce qui était important, c'était que le jeu qui est absent, le non-jeu, enfin en tout cas les exemples choisis, soit à la fois significatif de quelque chose d'aujourd'hui, soit des choses que j'ai vécues, mais ne soit pas un jeu philosophique blanc, ne soit pas un jeu biographique, mais soit, à la manière de Maël, un jeu philologique. Donc, c'est-à-dire un jeu à la fois pris dans le monde, et en même temps, avec ce doublement, cet espace sensible dont tu parlais il y a une semaine, qui n'est pas l'espace de l'œil,
qui n'est pas l'œil, qui n'est pas l'objet, qui est l'espace interstitiel, qui est l'espace du passage, du partage et du partage. Et avant d'aborder peut-être la dernière question... Non, mais la dernière... Mais les musées sont en fait, donc du coup, centrales dans ton raisonnement et sont par excellence l'espace philologique, l'espace donc du corps à corps avec les logos, parce que voilà, ce que tu proposes au fond, pour les dire peut-être avec une expression un peu académique et poussiéreuse, c'est une sorte de relecture anthropologique de l'écriture et de la lecture. Donc lire et écrire, ce ne signifie pas juste avoir affaire avec tes mots, ce sont toujours des gestes qui impliquent la totalité de l'existence du lecteur et de l'écrivain. Et l'objet de cette écriture, de cette lecture, est la vie elle-même, dans toute sa matérialité qui n'est pas juste sonore, linguistique, mais aussi matérielle. Et le musée est du coup cet espace qui arrive à produire une philologie, mais une philologie du temps présent. Donc une autre chose très très belle qui est présente dans les livres, c'est une idée très lyrique de ce que serait ou ce que c'est la temporalité propre à la philologie. Il y a et donc la temporalité propre à la musée, tu dis la philologie et donc les musées ne sont pas juste évidemment, un musée n'est pas un espace où les passés s'accumulent et se conservent en tant que mort, mais n'est pas non plus, au fond, tu vas contre cette idée cette utopie de la résurrection. En fait, ce n'est pas non plus une temporalité de la résurrection. Tu as une formule très belle, la temporalité propre du musée, et donc la temporalité propre de la philologie, de notre amour pour la langue, de notre amour pour les livres, et donc la temporalité propre de tout acte de lecture pour toi, c'est, je te cite, ressentir une vie qui ne connaisse pas de mort après, c'est-à-dire qui ne souffre pas des limitations, tout en demeurant dans les tissus du monde de l'existence. Donc, je voudrais peut-être t'interroger un peu plus sur sur ces présents absolus qui est d'une certaine manière ce qu'on appelle depuis des siècles le logos nous permet à la fois d'attendre et de produire. En fait, en fait, tu dis peu après que en fait, à la lecture, tous les mondes sont co-présents. Absolument. Tous les gens, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de vie future, ils sont tous dans une espèce de temps présent absolu. Donc, Absolument. Mais je pense que je vais prendre deux exemples qui sont deux modes de réponse. Le premier, c'est le musée. On va au musée d'Orsay, pour prendre un exemple que je connais un petit peu. On se promène, on va voir l'œuvre de James Tissot, Le Cercle de la rue Royale, l'œuvre dont parle Proust. Et tous ces gens, et Proust a écrit là-dessus, tous les gens qui sont présents sont morts. Évidemment, ils sont tous morts il y a 120 ans, 100 ans, 120 ans. Et ils sont là devant nous. Ils sont là. On va un petit peu plus loin, on va voir Degas, on voit Hilaire Degas, le grand-père de Degas, on voit Auguste Degas. Et le fait d'être dans le musée fait que non seulement nous sommes avec, du fait de la présence d'autres vivants autour de nous, nous sommes dans un lieu où nous attendons une contemplation esthétique, mais nous sommes aussi dans un lieu où toutes ces personnes vivent avec nous, sont coprésents, sont là avec nous dans cet espace, elles partagent cet espace. Et alors peut-être certains vont-ils voir, et alors, le musée d'Orsay c'est particulièrement intéressant parce que les vêtements n'ont pas tellement changé par rapport à maintenant. Évidemment, vous allez voir des Titiens, ça fait, ou alors ça fait sortir de balle déguisée. Mais disons qu'il y a cette proximité-là. Et de la même manière, une chose qui m'avait fasciné, j'en parlais tout à l'heure, en voyant, je me souviens toujours de cette expérience merveilleuse que j'avais eue avec Asdine avant l'exposition du Palais Gallier, de la Galleria Borghese, où toutes les œuvres qu'il avait eues, où il avait mis ses œuvres, où ses œuvres avaient été réinventées pour dialoguer avec la Galleria Borghese. Et dans la galerie, sous la verrière, il y avait toutes les robes. Elles étaient toutes là, sur des mannequins. Et c'était un peuple
des robes qui dataient, pour certaines, d'il y a 40 ans. Hein. Donc je pense que la personne n'allait peut-être pas la reporter. Certaines, oui, pourraient reporter les mêmes aujourd'hui. Peut-être pas toutes, quand même. Et donc, on était dans un moment de coprésence où toutes et tous ces vêtements ne signalaient pas que leur présence signalait les corps qui étaient encore là par le vêtement. Et au fond, cette expérience-là, et j'ai eu l'immense privilège qu'il m'explique aussi chacune de ces robes, qui datait de 80, une qui datait de 82, une qui datait de 2012, et tout ce temps-là était un. Et c'est ça, au fond, qui me fascine, c'est qu'effectivement, quand c'est la fameuse phrase de Descartes, hein, la lecture et la conversation avec les meilleurs esprits du passé, je crois. Et je crois, pas exactement. Mais en tout cas, ce qui est extraordinaire, c'est que cette manière d'exister, c'est peut-être aujourd'hui la nôtre, mais c'est aussi celle, enfin là je vous parle d'expériences physiques, mais d'expériences qui peuvent ne pas être physiques. Enfin, qu'est-ce que c'est Internet ? Vous tapez, vous tombez sur Sidoine Apollinaire, comme ça. Mais ce que je voudrais dire, c'est que cette expérience que nous vivons en ligne n'est pas séparée de celle que nous avons ailleurs. Et c'est cette inséparation qui me fascine, qui est un peu l'inverse de l'enfermement. Oui, la radicalité de cette thèse consiste aussi dans l'effet que normalement on relie ce présentisme, voilà, l'innovation technologique. On nous dit que c'est Internet qui nous a obligés à vivre dans un présent absolu, et tu montres que en fait non, pas du tout. C'est un présent absolu et poreux. Oui, C'est-à-dire que mais, c'est ça. Et que du coup c'est quelque chose qui est lié, qui est déjà immanent à tout acte de lecture, et que si Internet a intensifié cette expérience, c'est parce qu'il a intensifié l'expérience de la parole, du logos en fait. Et donc il n'y a pas de ce point de vue une révolution, un renversement anthropologique, il y a un approfondissement, une radicalisation de l'expérience que n'importe quel acte de lecture et d'écriture nous donnait. Et si je peux me permettre une autre question avant d'ouvrir peut-être la discussion aux gens présents. Évidemment, les livres s'achèvent dans les chapitres les plus étonnants et les plus aussi personnels, là, parce que au fond tu parles de la philologie comme un fait existentiel. C'est les chapitres qui est lié à tes amitiés avec Asdine Alaya, avec Caroline Fabre, donc avec un monde, les mondes de la couture, que tu arrives, je pense pour la première fois de manière si élégante, nette et radicale, à décrire comme les mondes où l'acte par excellence culturelle se construit presque dans sa consistance paradigmatique. Est-ce que la couture, qui distingue de manière assez nette de la mode, donc la couture n'est pas du tout la mode, et peut-être il faut peut-être revenir sur cette opposition. Les jours après la mort de Karl Lagerfeld, ça peut être intéressant. La mort de qui? de revenir là-dessus. Mais donc, je voudrais aussi que tu développes cette centralité paradigmatique de la couture pour comprendre ce que c'est la culture et pour comprendre ce que c'est la lecture et l'écriture pour toi. Ok. Alors, d'abord deux choses sur la couture et la mode. La mode, comme son nom l'indique, passe. Comme disait Cocteau, ce qui est à la mode, c'est ce qui se démode. Et c'est une chose qui, aujourd'hui, appartient à tout un univers culturel, tout un univers visuel, qui intègre le vêtement, mais qui intègre aussi la photographie, l'imagerie, la production culturelle, j'entends. La couture, c'est très très spécifiquement le travail du tissu. Couture, c'est aussi quelque chose qui est fait par quelqu'un pour quelqu'un. Quelque chose qui est absolument dans l'ordre des rapports humains. Ce que n'est pas la mode. La mode, c'est... Parler de la couture comme un absolu est difficile. Parler de la mode comme un absolu, ça se fait. Enfin... Et l'autre chose, c'est que la couture, c'est d'abord quelque chose de technique. On coud. On mode pas. Donc... et... Si tu veux, moi je dirais que la mode est plutôt du côté
de ta phénoménologie vaporeuse. Non, mais pas de... Oui, mais je te dis, parce que je sais que tu t'intéresses beaucoup à la mode. Et tandis que la couture est vraiment du côté de la philologie. Et je reviens à ce que je disais, c'était une chose qui m'a absolument fasciné. J'ai eu une révélation, vraiment une révélation, en voyant Asdin travailler. Je me suis dit, mais c'est avec beaucoup plus de technique, avec beaucoup plus de savoir, avec beaucoup plus de talent sans doute aussi, exactement ce que je fais. Sauf que ça n'a rien à voir. Et ça m'a fasciné aussi parce que on pensait être couturier, c'est à la fois, dans l'histoire de la mode, c'est une dignité qui a mis du temps à s'imposer. Hein. C'est pas, être couturier, c'était pas noble en 1910. Ça a mis du temps. Et en même temps, c'est ce qui fait, qui est le plus au monde, en fait. Ce qui est le plus au monde. Et évidemment, et je me souviens toujours de cette phrase, je parlais hier de Proust, la fameuse phrase « mon œuvre devrait être une cathédrale », la phrase, c'est pas ça. La phrase complète, c'est « mon œuvre devrait être une cathédrale, virgule, non, virgule, une robe ». Et pourquoi? Parce que ce que faisait Proust, c'était exactement de coudre au corps du monde. Et c'était exactement ce que faisait Asdin. Et c'est ça qui était extraordinaire, c'est que aussi, dans la mode, je ne sais pas si Philippe est encore là, mais il y a un élément de structure de pouvoir. La mode, c'est quelqu'un qui va vous dire comment vous allez vouloir appartenir. Il y a une politique. Il y a une politique d'appartenance communautaire. Qu'elle vous soit imposée ou que vous la définissiez. La mode, c'est quelque chose qu'on suit. On ne suit pas la couture. Et c'est vrai que avoir cet extraordinaire travail qu'il faisait, je me suis dit, c'est exactement ce travail-là que font les philologues. Et plus encore, je rajoute encore un autre élément, c'était que si on lit les textes théologiques, les textes des mystiques, que toi tu connais bien, parce que tu es quelqu'un de sérieux, la robe de Dieu, la robe est toujours présente dans les textes du premier mysticisme. Et pourquoi? Parce que la robe, ce n'est pas... c'est évidemment ce qui est le plus proche de notre peau, mais ce qui est aussi le plus proche de la peau du monde. Ben, c'est très beau et je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement profond et radical, encore une fois, à faire de l'envoi du livre du congé, cette invitation au fond aux gens des cultures, aux philologues, à prendre exemple non pas aux écrivains, non pas aux gens des lettres, non pas comme dans les romantismes de la peinture ou des arts plastiques, mais des couturiers. Donc pour être un homme des cultures, il faut imiter, il faut prendre l'exemple des couturiers. Donc comme tu dis, pour savoir, comme tu viens de dire, tisser ou coudre la robe du monde. Parce que je pense aussi qu'il y a une chose dans l'acte du couturier, c'est sa modestie et en même temps sa grandeur. Les deux en même temps. Et cette tension ou cette coexistence, cette modestie et cette grandeur, après tout, c'est une activité technique, c'est une activité manuelle, c'est une activité manuelle, mais en même temps, c'est une activité, pour employer un terme que tu aimes bien, cosmique. Et c'est les deux. Et cette tension-là, c'est exactement la tension de la lecture. Pas d'une lecture simplement de texte, mais de toute forme de lecture. Et ça veut dire aussi que si on en est conscient, hier j'ai eu la chance et le privilège de parler au Collège de France de Proust. On peut faire ça, on peut aller parler comme ça et venir faire son topo, voilà, avec un PowerPoint. Ce que font certains, ils le font très bien d'ailleurs. Ou alors on se dit qu'on est dans cet endroit à ce moment-là, en dialogue avec tous ceux qui ont accompli cet acte. Et évidemment, c'est un acte de lecture et de tension qui n'est pas exactement le même. Après, quand on le fait toutes les semaines, hein, ça change à mon avis un peu l'expérience même. Et évidemment, il y a une autre chose dont tu parles rarement, mais qui est présente dans tous ces aspects et qui rend toutes ces activités des activités philologiques par excellence, qui est la divination. Au fond,
Le couturier est comment dire, ne doit que diviner à la fois les corps de l'autre, à la fois un peu l'esprit du ton, l'élégance, etc. Je ne veux pas être le seul, peut-être, comme ça fait déjà une petite heure qu'on parle. Maintenant, s'il reste une heure, je peux t'interviewer aussi. Non, s'il y a des questions de la part du public de curiosité ou de même... Si vous n'en avez pas, je l'interviewe, hein. C'est comme vous voulez. Moi, j'aimerais vous entendre sur couture et numismatique. Ah oui, alors là, bah, écoutez, oui, là, c'est, bah, écoutez, deux choses. Je pense que la numismatique, enfin, en tout cas, la façon dont je la pratique, est une activité philologique. C'est-à-dire que c'est une activité qui ne se fait que... Ce monsieur est mon directeur de thèse en numismatique, hein, je vous précise pour que vous ayez un peu le contexte. Et mon ancien directeur de thèse. Et donc, j'ai soutenu. Hein. Et donc, je suis pas... Donc, en fait, pour moi, la chose ne se fait... Enfin, c'est pas à vous que l'auteur du RPC que je vais le dire. Explicite. Mais Roman Provincial Coinage, qui est une grande entreprise de catalogage des monnayages provinciaux romains que Michel Amandry a co-présidé avec son collègue de Londres, Andrew Burnett, et d'autres, et toute une armée maintenant. Et donc, en fait, le travail de synthèse, comme j'ai essayé de le faire, ne se fait qu'après avoir vu énormément de matériaux. Et c'est la collation et la lecture et la connaissance de tous ces matériaux qui permet de tenir un propos. La couture, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il faut, pour pouvoir faire ce que faisait Asdin, il faut pouvoir avoir vu tellement de corps, avoir vu tellement de vêtements, et pouvoir imbriquer les deux dans un moment de lecture. Voilà. Couture et numismatique. J'aimerais revenir à deux allusions apocalyptiques faites d'abord par Emmanuel puis par Donatien. Ah, moi je suis apocalyptique dans celui. Du coup, d'abord, Emmanuel a dit que ce dépassement de la dispersion des langues survenue donc près de la tour de Babel dans le cadre des réseaux sociaux et de l'Internet, c'est une sorte de parole non pentecostale. Non, au contraire, c'est une expérience. Il dit que c'est une expérience pentecostale. Il revient sur cet épisode pour peut-être sur cet épisode des évangiles. C'est pas moi qui parle de la Pentecôte. Hein. Enfin, si, mais c'est toi. Non, mais moi, je suis un peu moins effrayant que vous. Cet épisode avec des actes des apôtres où tout d'un coup, non, c'est les contraires. Non, c'est les contraires. C'est l'épisode où les apôtres reçoivent ce qu'ils appellent, ce que les Nouveaux Testaments appellent le don de la langue, c'est-à-dire ils arrivent à parler toutes les langues du monde. C'est un épisode central juste dans l'histoire du christianisme et en général dans la compréhension du Nouveau Testament pour deux raisons. Tout d'abord parce que c'est un miracle donc, qui annule, comme tu l'as dit au fond, la malédiction de Babel. Et c'est un élément central aussi des distinctions du christianisme du judaïsme parce que c'est la fondation mythologique de l'aspect universel et universaliste du christianisme. C'est à partir de cet épisode que, effectivement, la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangile, pourra être annoncé à tous les mondes, dans toutes les langues du monde, etc. Et ce que tu dis, c'est que, voilà, Internet, c'est ça, en fait. Donc, c'est l'opposé d'une expérience apocalyptique. C'est au contraire une expérience de salut et sachant qu'il y a une chose... Comment? Une sorte d'anti-salut. Non, des saluts au sens littéral du terme. Oui, des saluts digital, mais Marc Alizard. Non, c'est pas parce que c'est pas un salut digital. Après, mais l'intérêt de cette thèse, c'est de dire que ce qu'il y a dans les digitales n'a pas du tout une nature différente de ce qu'il y avait dans la lecture. C'est ça, moi je trouve la radicalité de ce livre. C'est que sous le soleil, comme disait le roi Salomon. Non, c'est qu'il y a eu une radicalisation. C'est pas que, mais la différence entre Internet et l'époque pré-digitale est une différence d'intensité des degrés et pas une différence de nature. Et c'est pour ça, du coup,
qu'il arrive à développer ce que c'est une anthropologie et pas, au fond, il ne répète pas les gestes de McLuhan en disant il y a une coupure qui relève de la nature de médias ou de l'innovation technologique qui fait qu'il n'y a pas de communication entre les passés et les présents. Donc, ce qui s'est passé avec Internet et avec les mondes digitaux, c'est une radicalisation de l'expérience qu'on a et qu'on avait lorsqu'on lit n'importe quel livre. Et l'expérience est déjà en train d'être radicalisée parce que la nouvelle, dont je parle un petit peu, mais la nouvelle révolution, c'est que maintenant la communication sur Internet va passer bien davantage par des images que par des textes. Donc le texte, même sur Internet, le tout texte devient un tout texte image. Ce qui est pour le coup la question des langues. Oui. Du coup, j'aimerais revenir à la phrase qui m'a beaucoup frappé dans le livre de Donatien. Je cite: la vie n'a jamais été aussi publique ni aussi secrète qu'aujourd'hui, aussi censurée et aussi sauvage. Je crois que toute une critique très radicale de la contemporanéité peut sortir de cette phrase si courte et si dense et si forte. Je me demande d'où ça vient, quand ce dispositif est apparu, donc quand la vie est devenue donc à la fois si censurée, si publique, si sauvage. Je pense qu'on ne peut pas dire quand parce que c'est un processus, mais ce qui est intéressant, c'est que une chose dont je parle à un moment qui était le sujet d'une conférence de George Steiner il y a 50 ans, 45 ans, il avait fait une conférence sur la fin de la nuit. C'est-à-dire qu'avant, dans les mondes anciens, mais jusqu'à la modernité proche, on parle il y a 250 ans, 200 ans, on ne sortait pas le soir, seul. Parce que c'était quand même dangereux. Et maintenant, un moment est arrivé où, du fait des lumières, du fait de la sécurité, du fait de toute une série de choses, on a pu sortir la nuit. Et même dans les endroits où on peut à peine sortir le soir, en France et ailleurs, on peut plus sortir que dans les endroits où on pouvait vraiment sortir il y a 250 ans. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, et Steiner disait, on a tué la nuit. Pas la nuit, la fin du jour, mais la nuit comme concept et comme conception existentielle. Maintenant, on en est arrivé à un moment de la fin de cette histoire, la fin de la nuit comme moment de peur, a mené évidemment à la nuit comme moment de vie nocturne. Et maintenant, on a quasiment tué la vie nocturne aussi, parce que bon, si vous voulez sortir à Paris, il y avait Dao jusqu'à il y a quelques jours, mais maintenant il n'y a plus rien. Et donc en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on se retrouve dans un moment où, comme le dit Emanuele, ça opère par radicalisation successive. Et ça, c'est mon côté historien. Pas rien de nouveau sous le soleil. Le présentisme est notre présent. Le présent est notre présent. Mais ce présent a des racines et est en conversation permanente. Donc, pour répondre à votre question, si je pense vraiment que, évidemment, le parallélisme qu'on pourrait faire assez facilement, c'est nous autres victoriens, c'est Foucault, c'est l'époque victorienne, mais c'est pas vrai non plus. Enfin, je veux dire, c'est pas vrai non plus. Donc, ce qu'on peut trouver, c'est des points de genèse, et nous n'avons jamais, c'est maintenant. Voilà ma réponse. Pierre voulait poser une question. Bonjour Pierre. Il y a d'autres questions, sinon je pense qu'il va dédicacer, puis on va boire un peu de vin blanc à côté. Et s'il y a des questions à poser, parce qu'on va peut-être libérer ces messieurs. Et surtout remercier Donatien. Remercier Emmanuel, remercier Colette. Bravo. Et vous pourrez retrouver sur YouTube.